France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 6 mars avec cette question du jour. Après l'attaque survenue hier et qui a blessé 2 surveillants à Condé-sur-Sarthe, l'État doit-il revoir sa doctrine de sécurité au sein des établissements pénitentiaires? On en parle dans quelques minutes avec Nadir Kaya et Philippe Bouriachi. Et vous, auditeurs, auditrices au 01 40 33 9000. Invité de cette émission, Issa Ama, auteur du livre Que faire? Manifeste du musulman maghrébin éveillé de France. On y reviendra et il nous présentera son livre. 15 minutes d'échange tout à l'heure avec Amina Lakri depuis Alger. Vous pourrez l'interroger au 01 40 33 9000 sur la situation qui perdure en Algérie. Le zapping, info zappé et le grand débat en fin d'émission. Voilà le programme pour ce grand forum qui vous conduira tranquillement jusqu'à 18h. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en ce mercredi 6 mars. Ravi de vous retrouver jusque 18h avec un programme, ma foi, très chargé. Et pour nous accompagner aujourd'hui, notre écolo du groupe, parce qu'il nous en fallait un quand même, hein, c'est important, la caution écologique, de Philippe Bouriachi. Comment ça va, Philippe? Ami de la diversité de l'écologie, bonjour. Bonjour, mon cher Philippe. Monsieur Nadir Kaya aussi, qui est de la partie, qui nous prépare très gentiment le thé, comme à chaque fois qu'il vient d'ailleurs. Bonjour Christophe. Bonjour mon Nadir. Azul. Bah oui, cousin. Bah, exactement. Et puis un invité aussi qui est avec nous, qui est venu nous présenter son livre, son ouvrage. C'est un livre, un ouvrage? Oui, c'est un livre. Oui. Bon, voilà. Aïssa Ahmad, bonjour. Bonjour, salam alaikum à tous les auditeurs. Bienvenue à vous. On va tout au long de cette émission découvrir votre livre. Vous allez nous dévoiler quelques facettes de votre livre dont on donnera le titre dans quelques instants et aussi participer à nos débats parce que ici ça débat. Voilà, c'est un lieu d'échange et chacun s'exprime avec son vécu, ses arguments exactement. Et aujourd'hui, on va au Hebs. Un détenu radicalisé qui était retranché avec sa compagne enceinte dans une unité de vie familiale du centre pénitentiaire vient d'être interpellé. Michael Kiolo, 27 ans. Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute et donc la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Il a agressé avec un couteau céramique apporté par sa compagne 2 surveillants. Il les a blessés grièvement. Le détenu et sa compagne ont eux été blessés lors de l'assaut. Il devait sortir en 2038. Il avait été également condamné à 1 an de prison pour apologie de terrorisme. Que ce soit dans le milieu carcéral, que ce soit dans les quartiers, que ce soit le fait qu'on ne ferme pas des mosquées salafistes, voilà où on en est. Je pense que face à ce phénomène, en milieu carcéral, il faut un traitement spécifique de ces personnes. Nous réclamons du gouvernement un régime pénitentiaire particulier pour les détenus islamistes, pour une raison très simple, c'est que nous avons vu déjà des tentatives de meurtre de gardiens de prison. Pour l'instant, beaucoup ont eu de la chance. Aujourd'hui, ils en ont eu moins. Et demain, très certainement, si on ne change rien, il y aura des morts. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il va en relâcher en 2019. Ça prouve bien que quand tout le monde s'est fichu de moi, quand j'avais proposé les Kerguelen pour certains dangereux terroristes, que c'était au contraire une bonne idée. Je vous ai sorti la crème de la crème, vous l'avez peut-être remarqué. En matière de commentaires, bien sûr, sur ce qui s'est passé donc hier, la colère des gardiens de prison, un mouvement de grève spontané, lancé donc ce matin. Après ce que le gouvernement a qualifié d'attaque terroriste, c'était hier l'agression de 2 gardiens par un détenu radicalisé. Sa compagne, tous les 2 armés de couteaux. La compagne a été tuée lors de l'assaut des forces de l'ordre. Le détenu, lui, a été blessé. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un peu plus d'un an. D'ailleurs, les gardiens de prison étaient déjà en colère, avaient lancé un long mouvement de grève suite à l'agression justement du personnel pénitentiaire. Là encore, par un détenu radicalisé. Ce matin, 18 prisons étaient touchées par cette grève, notamment la célèbre prison de Fleury-Mérogis au sud de Paris. Action de l'intersyndicale pénitentiaire en soutien donc aux 2 collègues agressés hier à Condé-sur-Sarthe. C'est une prison, nous dit-on, une des plus sécurisées de France. Ça fait peur. Alors c'est vrai qu'on apprend quand même des choses assez intéressantes dans cette histoire. Par exemple, est-ce que vous saviez, messieurs, que les gardiens de prison n'ont pas le droit de fouiller les personnes qui viennent visiter des prisonniers, puisque ça s'est passé dans une unité familiale. Pour faire simple, c'est un espèce d'appartement où les détenus peuvent avoir le droit à une certaine intimité avec leur compagne ou leur femme.
Et donc, les gardiens de prison expliquent qu'ils n'ont aucune autorité, que à chaque fois qu'ils ont quelqu'un qu'ils suspectent, ils sont obligés de, pour procéder en tout cas à la fouille, d'appeler un agent de police. Est-ce que ça déjà, ça vous paraît normal, Nadir? Comment dirais-je, bon, je suis pas spécialiste du milieu carcéral, mais c'est vrai que comme ça, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. En termes de fonctionnement, moi qui travaille un peu dans la sécurité, notamment du côté de Roissy, je sais qu'ils sont très pointilleux sur la sécurité, et là d'imaginer que des gens puissent venir comme ça dans un milieu carcéral et notamment dans une prison, même si c'est pour le motif de visiter une personne et de façon intime, donc d'avoir éventuellement des rapports ou ne serait-ce passer du temps avec son mari ou son compagnon. C'est vrai que ça peut paraître choquant et même laisser croire qu'il y a un dysfonctionnement. Après, j'imagine bien qu'il y a une raison à cela, mais comme ça, à première vue, c'est vrai que ça paraît extrêmement choquant qu'une personne puisse venir comme ça sans être fouillée. Bon, en tout cas, c'est visiblement ce qui avait été prévu en 2018 par Nicole Belloubet, c'est-à-dire apporter quelques changements, notamment créer peut-être une enceinte spécifique pour des détenus. En l'occurrence, là, il s'agit de détenus radicalisés. Un détenu qui a été condamné à plus de 20 ans de prison, donc quelqu'un qui n'a rien à perdre finalement. Philippe, le fait que les gardiens de prison finalement aujourd'hui soient en colère, il y a de quoi certainement, en tout cas parce que 2 d'entre eux ont été blessés par une arme qui a été apportée par la compagne. Justement, c'est pour ça que cette question réapparaît aujourd'hui, le fait que les gardiens de prison ne puissent pas fouiller les personnes visiteuses. Alors tout d'abord, j'aimerais souhaiter un prompt rétablissement à ces 2 gardiens qui ont été victimes et qui ont été blessés. Je pense qu'on doit tous déjà regarder dans ce sens-là et leur souhaiter un rapide retour. Je comprends tout à fait la colère des gardiens. Ils font un travail qui est dur. Le milieu carcéral est violent, est dur, est déprimant. Ouais. Et donc par conséquent, je crois que je rejoins Nadir, c'est pas possible. Tu peux pas prendre l'avion avec une bouteille d'eau et tu peux rentrer des armes dans une prison. Enfin, soit on peut faire des lois, et d'ailleurs on a vu que le gouvernement peut faire des lois très rapidement pour permettre aux gardiens de prison d'être assermentés, être PJ21, PJ22, etc. et de pouvoir, parce qu'en fin de compte c'est un OPJ qui peut te fouiller, et donc il y a des accréditations qui sont possibles, et ça il faut le faire rapidement. On peut pas concevoir que des gardiens risquent leur vie, qu'on puisse rentrer des choses interdites et dangereuses dans une prison. Et il est tout à fait normal que la population ce matin se réveille avec la gueule droguée en se disant qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Aïssa ? Oui, bon, c'est vrai que on peut estimer que c'est malheureux pour ces gardiens de prison, pour également la jeune femme qui est morte, donc apparemment dans cette affaire, cette opération. On peut quand même penser aussi à elle. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, c'est ce que je déplore, c'est un petit peu toujours cette instrumentalisation systématique de ce genre d'affaires pour relancer encore une nouvelle couche d'hystérie collective anti-musulmans, islamistes. Enfin bon, bref, eux-mêmes utilisent les termes un peu les uns et les autres. Enfin voilà quoi, c'est-à-dire que si cet incident avait eu lieu avec un détenu lambda, ça aurait été dans les faits divers et puis c'est tout. Mais là, évidemment, ça prend tout de suite des proportions gigantesques. Et je regrette un peu, voilà, c'est-à-dire que le système est toujours à l'affût du moindre événement dans n'importe quel domaine pour tout de suite en faire des montagnes et des montagnes et alimenter un climat de peur, d'hystérie, de rejet systématique. Alors, il a été condamné il y a pas longtemps à 1 an de prison pour avoir organisé une scène de répétition de l'attaque du Bataclan dans la cour de la prison. Voilà. Vous voyez à quel genre d'individu on avait affaire aussi. Aïssa, c'est aussi parce que il s'est produit la même chose l'année dernière. Par un détenu radicalisé, faut pas le nier, ça existe, on va nommer les choses quand même. Le fait qu'il y ait des détenus radicalisés, c'est pas un secret pour personne, tout le monde le sait autour de cette table. Voilà. Christophe, moi si je peux me permettre, oui, on sait qu'il y a des personnes qui sont radicalisées en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a même des personnes qui viennent des quartiers populaires. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Moi, ce qui me pose problème depuis les premiers attentats, c'est qu'en France, notamment les politiques, ne veulent pas réellement traiter le sujet parce qu'on n'en parle pas. Preuve en est, il n'y a toujours pas de solution aujourd'hui. Et comme le disait Aïssa, quand il y a un fait divers comme ça, on en arrive toujours à avoir les mêmes réactions et les mêmes personnes qui posent les mêmes questions et qui aussi allument ou réallument le feu et cherchent à avoir des discours anxiogènes et continuer à
à stigmatiser la communauté musulmane. Je pense qu'aujourd'hui, il faut appeler Monsieur Macron et les responsables politiques à prendre de vraies mesures sur la radicalisation, et notamment avec des personnes qui sont, comme pour certains d'entre nous, issus des quartiers populaires et qui sont militants actifs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour certains d'entre eux, certains profils de radicalisés, c'est des gens qui viennent de nos quartiers, donc on sait comment ils fonctionnent. Ouais. Je dis pas qu'on va trouver la solution magique à ça, parce que le vrai problème aujourd'hui, on parle des causes, mais on tombe pas sur on parle des conséquences sans aller dans les causes, et les causes elles remontent à bien plus de 30 ans, notamment à ces gens qui ne se sentent pas français. Pourquoi ces gens ne se sentent pas français ? Ça, c'est une question qui dérange. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de responsabilité partagée. Effectivement, les premières personnes qui sont responsables des actes, c'est ceux qui les commettent, mais la société a aussi sa part de responsabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas traiter ce problème, et ils continuent eux-mêmes à faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe, et malheureusement à laisser la place à des personnalités dans les médias qui ne font qu'alimenter ces peurs-là et ces divisions. Alors, le détenu radicalisé qui s'est retranché avec sa compagne pendant près de 10 heures dans la prison de Condé-sur-Sarthe dans le département de l'Orne en Normandie a donc été maîtrisé par le RAID. Sa femme a été tuée dans l'assaut des forces d'élite de la police nationale. C'est elle qui aurait porté le premier coup de couteau à l'un des deux agents pénitentiaires gravement blessés. Leur pronostic vital n'est cependant pas engagé. Le couple s'était retranché dans l'unité de vie familiale, comme je disais tout à l'heure, de cette prison de haute sécurité. Le détenu affirme qu'il voulait venger la mort de Chéri Tchekat, l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Écoutez Rémi Hetz, le procureur de la République de Paris, qui a pris la parole hier soir pour expliquer les éléments dont il disposait hier soir. Après une tentative de négociation et des sommations d'usage, le RAID intervenait, les personnes ayant fait connaître leur refus de se rendre, criant notamment Allah Akbar à plusieurs reprises. À l'issue de l'assaut, le détenu a été interpellé. Il présente des blessures sans grande gravité et il est, à l'heure où je vous parle, hospitalisé. Sa compagne, elle, est décédée des suites de ses blessures. Du côté des forces de l'ordre, aucun blessé n'est à déplorer. Et je tiens ici à souligner le professionnalisme et l'engagement dont ont fait preuve l'ensemble, les équipes du RAID et l'ensemble donc des personnels qui sont intervenus. L'enquête ne fait que débuter pour établir les circonstances de cette grave agression criminelle. 3 gardes à vue pour le moment sont en cours et je vous tiendrai bien sûr régulièrement informé des suites de ces investigations. Il s'agit du procureur de Paris, donc Rémi Hetz. De son côté, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, se dit extrêmement choquée. La garde des Sceaux a décidé de diligenter une inspection au sein de cette prison de Condé-sur-Sarthe, qui selon elle est l'un des établissements les plus sécurisés de France. Beaucoup de questions qui restent sans réponse aujourd'hui, notamment pour la ministre de la Justice aussi. Il semblerait que ce détenu ait utilisé un couteau en céramique. Comment ce couteau a-t-il pu lui parvenir? Est-ce que c'est par le biais de sa femme? Est-ce que toutes les ressources du renseignement pénitentiaire qui connaissaient cet individu ont effectivement été pleinement mobilisées? Est-ce que les surveillants qui sont venus le rejoindre à sa demande étaient parfaitement équipés? Il y a toute une série de questions qui évidemment devront être traitées et auxquelles il conviendra que nous apportions des réponses. C'est ce qu'elle avait déjà dit il y a un an, Nicole Belloubet, au micro de Radio France. La ministre de la Justice, d'ailleurs, c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui, messieurs, c'est qu'elle avait fait toute une série d'annonces pour les gardiens de prison et rien n'a été fait finalement depuis un an, d'où leur colère aujourd'hui face à ce manque, j'allais dire, de réaction. Parce que tout à l'heure vous pointez du doigt en disant oui, on fait des lois à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Là, il s'est rien passé. C'est là le problème. Alors moi je comprends, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la colère des gardiens, qui je rappelle, parce que moi j'ai un ami qui est gardien, ils ont des horaires, mais franchement ça ne rien y comprendre, et qui chamboulent complètement et le rythme biologique et le rythme psychologique. Ouais. Ils sont souvent en première ligne. Souvent on fait les effets d'annonce comme a fait la ministre, et c'est pas la première là-dessus, et à chaque fois on lance une enquête administrative, on lance un grand plan, il y a rien derrière. Moi, il y a vraiment une question qui m'interpelle, parce que d'après les dires des officiels, cet individu se serait radicalisé en prison, et depuis un certain temps
On assiste à chaque fois qu'il y a un événement terrible ou terroriste, on nous dit que ce sont des détenus de droit commun qui rentrent en prison. Là, en l'occurrence, c'était quand même, ils avaient fait il a commis un meurtre. Des raisons autres que de la radicalisation. De crapuleux. Voilà. Il s'est radicalisé en prison, nous dit-on. Donc, mais comment comment il a pu être radicalisé en prison? C'est-à-dire qu'il y a forcément des éléments internes. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas identifiés? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas isolés? Comment ça se fait que les causes ne sont pas traitées? Il faudrait les isoler d'après toi, Philippe, parce que ça revient, c'est les propositions qui reviennent justement de créer des unités pour les personnes radicalisées. Je suis pas le plus grand spécialiste, les mélanger avec les autres. Mais si tu prends une brebis, elle rentre dans une bergerie et elle en ressort comme un loup, c'est qu'il y a bien une anomalie dans la bergerie. Ouais. Donc je ne sais pas s'il faut les isoler. Je crois qu'il faut que les spécialistes et les responsables s'assoient tous autour d'une table et trouvent une solution, mais y compris en écoutant les doléances et les requêtes du personnel pénitentiaire. Parce que si tu prends pas à la base les conseils et les mouvements et les actions que le personnel pénitentiaire rencontre au quotidien, et ben forcément, si tu n'entends pas leurs revendications et leur analyse, et ben tu auras tôt ou tard à nouveau, malheureusement, cette même solution. Oui, ça. Voilà, je voulais juste aussi poser une autre question moi, qui m'interpelle, c'est est-ce que techniquement, il n'y a pas quand même des moyens de maîtriser un individu sans être obligé de l'abattre, ou plus ou moins? Parce que je vois que ça là, il n'a pas été abattu, hein, c'est sa compagne. Mais sa femme, d'accord, mais elle avait un couteau, je veux dire. Ouais. Bon, en principe, est-ce qu'il n'y a pas des outils du type taser amélioré, enfin, je sais pas, des choses un peu plus... Pourtant, ils savent s'en servir, hein, visiblement. Les voilà. LBD, tu parles, les LBD 40. Voilà, par exemple. Mais il y a plein de, je veux dire, parce que ça s'est déjà produit. Je me rappelle, il y a, je crois, 1 an ou 2, il y avait eu un Tchétchène, il me semble, qui avait poignardé quelques personnes vers Place de l'Opéra, etc. Pareil, on lui a tiré dessus, il en est mort. Alors qu'il avait un couteau. Donc je veux dire, je sais pas, est-ce qu'au niveau des forces de l'ordre, il y aurait pas aussi moyen d'avoir des équipements ou des techniques pour appréhender une personne qui aurait un couteau à la main sans être obligé de lui tirer dessus. Ça me semble tout à fait logique. La formation, c'est des techniques qui sont mises en place. Oui, voilà. Enfin, ça me semble étrange qu'ils disposent pas de ça. On l'a vu dans certains cas, comme tu disais, où il y avait le GIGN et d'autres instances de la police ou de la gendarmerie qui intervenaient et qui étaient un petit peu critiqués par leur façon d'agir, tout en sachant qu'il y avait éventuellement des possibilités d'agir autrement sans tuer ou blesser l'individu, notamment le gaz ou des la éléments. La plus belle réussite du GIGN, Nadir, c'était en 94, vous vous souvenez? L'avion à Marseille en provenance d'Alger. L'Airbus. Ça a été une sacrée opération quand même, avec là une difficulté double parce que vous aviez un avion plein de passagers et ils ont dû il était plein, mais à la fois il était aussi isolé au niveau de la piste, donc ça peut aider, si tu veux, à mieux contrôler une situation. Alors que là, quand tu es dans une prison, dans un appartement ou dans un lieu public ouvert, c'est vrai que j'imagine en termes d'intervention, ça doit être différent à traiter. Bien sûr. Alors, si je peux intervenir là-dessus, oui, vas-y. Je tiens à dire que les gendarmes du GIGN et les policiers du RAID, ce sont des professionnels aguerris et ils ne font usage que de leur arme létale qu'en dernier recours. Donc, je ne veux pas être l'avocat du RAID et du GIGN. Mais tu le seras. Mais si, non, aujourd'hui, tu le seras. Non, mais c'est quand même important parce que ces hommes et ces femmes, ils sont dévoués à la cause de notre pays. Au péril de leur vie, ils sont là pour assurer notre sécurité et c'est l'ultime recours. Le GIGN et le RAID ont une unité de négociateurs qui sont des professionnels avec des psychologues, des psychiatres, des médecins et qui vraiment font tout le nécessaire pour raisonner un forcené. Et en l'espèce, je tiens à rappeler qu'il y a quand même des agents du service pénitentiaire qui ont été blessés. Donc tu n'interviens pas de la même façon avec quelqu'un qui menace de blesser et quelqu'un qui est déjà passé à l'acte. Oui, c'est vrai. Voilà. La question du jour, celle qu'on vous pose en tout cas aujourd'hui après l'attaque survenue hier, qui a blessé donc 2 surveillants à Condé-sur-Sarthe. L'État doit-il revoir sa doctrine de sécurité au sein des établissements pénitentiaires? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous êtes sans appel puisque vous dites oui à 94% sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter, à 91% sur Twitter, le grand forum FM2. L'État doit revoir sa copie, Nadir, en matière de sécurité dans les établissements pénitentiaires. Oui, mais comme on le disait, c'est pas un sujet qui est nouveau, sans attendre la radicalisation de certains ou des faits divers comme celui-ci. Je pense que ça fait des années que le personnel pénitentiaire a tiré la sonnette d'alarme en termes de moyens, ne serait-ce par rapport à des prisonniers, on va dire, assez classiques.
Mais il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes de salaire, les conditions de travail, c'est des choses qu'on a évoquées. Mais là aussi, tu sais, en politique, c'est très simple. Les politiques fonctionnent avec ce qu'ils appellent des urgences, des cas d'urgence. Oui. Et donc, pour moi, je pense que c'est pas un cas d'urgence. On va encore faire le buzz médiatiquement, traiter la chose, on va parler d'islam, de radicalisation. Mais comme je t'ai dit, moi, quand je vois ces scènes-là, ça m'emmerde parce que concrètement, on s'attaque pas aux vrais problèmes. Donc voilà, aux causes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, des Français ayant grandi en France en arrivent à se radicaliser par le moyen de l'islam ou d'une religion? Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Surtout nous, en tant que musulmans, quand on voit ça, ça nous interpelle encore plus que n'importe quel autre citoyen, parce que c'est notre religion, et notre religion, pour la très grande majorité des musulmans, ne se vit pas comme ça, ne se pratique pas comme ça. Donc il y a un vrai problème, et c'est pour ça que je suis même plus que doublement en colère, parce que l'État ne s'intéresse pas à nous, dans le sens, ne nous interroge pas à savoir comment nous, ensemble, on pourrait traiter ce problème. Parce que c'est pas un problème qui est propre aux politiques. Comme je te dis, c'est les responsabilités partagées, ils ont des responsabilités historiques à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Mais comme je te dis, là aussi, ils sont pas dans l'urgence. C'est un dossier comme un autre qui va aller sur une pile de dossiers où il y a des urgences. Mais t'es pas dans le déni, Nadir. Tu vas pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de radicalisation dans les prisons. Ça, non, ça existe. On est d'accord. C'est ce que j'ai dit. Je t'ai dit au contraire, il faut parler de la radicalisation, notamment. Non, j'ai évoqué ça tout à l'heure en commençant le sujet. J'ai dit qu'il y avait de la radicalisation dans un quartier populaire et qu'il fallait le traiter. Oui, mais ce qui est un peu regrettable, c'est que cette radicalisation, elle engendre, en fait, elle est utilisée pour développer encore plus un climat d'islamophobie, disons-le clairement, de crispation, en tout cas, on va dire, autour de ces questions. Cette islamophobie, cette crispation va engendrer chez certains encore plus de radicalisation, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un cercle vicieux, et j'ai l'impression que le système politique et médiatique ne veut absolument pas sortir de ce cercle vicieux. Ça l'arrange très bien, il est très bien avec ça. Il poursuit ce cercle vicieux-là de crispation, radicalisation, recrispation, et en plus on franchit toujours un palier supplémentaire où la parole islamophobe se libère de plus en plus. Maintenant on évoque par exemple Dupont-Aignan, je crois évoquer la possibilité de les exiler au Kerguelen. Ouais. Bon, demain ils vont nous dire rouvrons le bagne de Cayenne. Il y avait déjà des politiques qui avaient déjà fait cette proposition. Ou créons des goulags, etc. Et je veux dire Guantanamo à la française aussi. Voilà, des Guantanamo français. J'ai l'impression que en fait le système politique a compris que cette question aussi de la radicalisation, ça lui sert d'élément fédérateur, parce que ça permet de réunir un peu tout le monde dans cette dénonciation et ce grand combat républicain contre la radicalisation. Ils font rien en fait pour apaiser les choses. Mais au contraire, ils jettent de l'huile sur le feu en permanence. Aïssa, Philippe, Nadir, les premiers emmerdés dans tout ça, ce sont bien les musulmans. Tout à fait. Ils sont pris en otage dans tout ça finalement, avec cette radicalisation que l'on évoque. Mais est-ce qu'il n'y a pas un constat d'échec aussi à faire chez nous? Comment on explique que des jeunes qui s'intéressent à une religion qui est l'islam, c'est la religion de la lumière, c'est la religion de la paix, quand des jeunes convertis décident effectivement de se convertir, ils puissent accéder à des paroles ou des messages de la sorte? C'est juste pas possible. Donc il y a un constat d'échec aussi à faire au sein de nous-mêmes, au sein de cette communauté, Nadir. Je l'attendais celle-là. Christophe, non mais elle est logique ma question, non? Tout à fait, Christophe. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai parlé de responsabilité partagée. C'est pas l'État qui a inventé la radicalisation, je veux dire. Il la favorise indirectement. Je ne sais pas, mais non, il s'en sert, d'accord, mais c'est pas elle qui l'a fabriqué. Il l'a peut-être fabriqué indirectement. Dès l'instant, tu sais, où tu crées de l'injustice au sein d'un pays comme le nôtre, avec les valeurs que sont celles de notre République, des valeurs extraordinaires quand même. Je rappelle que c'est des valeurs universelles et que beaucoup de pays se sont inspirés ou cherchent encore jusqu'à aujourd'hui, preuve en est, peut-être même en Algérie et ailleurs, à s'inspirer de nos valeurs. Mais aujourd'hui, et tout à l'heure je te parlais de responsabilité partagée, notamment dans les quartiers, moi je suis très critique envers les politiques et les médias par rapport à ce qui se passe, mais je le suis encore plus vis-à-vis des nôtres. Quand je parle des nôtres, c'est de la communauté des quartiers populaires, avec tout ce que ça englobe. Même les musulmans et ceux qui sont censés représenter la communauté musulmane. On a notre part de responsabilité dans cet islam aujourd'hui, qui est un islam médiocre, qui est un islam qui n'est pas à l'image de ce que chacun d'entre nous peut imaginer de sa religion et de son Seigneur, de son Dieu et de tout ce qui va avec. Mais c'est très compliqué parce que quand tu crées de l'injustice et que tu ne réponds pas rapidement à cette injustice, il se crée d'autres injustices. Et on a parlé de frustration tout à l'heure, il y a des frustrations aussi qui se multiplient, on les voit partout, il n'y a pas que chez des musulmans, il y a aussi des gens qui sont pas musulmans, qui sont athées, les laïcards aujourd'hui, on peut parler aussi des laïcards qui sont pour moi radicalisés dans leurs propos. Heureusement, ils sont pas dans l'action, mais dans leurs propos, c'est extrêmement violent.
gouvernement, de parler constamment de toujours des mêmes personnes, notamment des femmes voilées, des musulmans. Il y a un moment donné, on n'est pas tous logés sur la même enseigne. T'as des gens qui sont forts dans leur tête et d'autres qui le sont moins. Mohamed de Créteil est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed, bienvenue. Bonsoir, salam alaikum, merci de donner la parole. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant et je vous rejoins totalement sur le fait que la radicalisation, certes, c'est bizarre d'entendre la radicalisation dans l'islam parce que l'islam c'est une religion de paix, mais je veux dire, pour moi, en fait, l'État fabrique des gens qui pètent un câble comme ça. Par rapport justement au fait qu'on stigmatise sans cesse les musulmans, la religion musulmane, le prophète Mohammed. Donc vous êtes dans ce que non mais Mohamed, vous êtes dans ce que on sait faire de mieux, la victimisation à outrance. Voilà, c'est ce que je déplore moi tout le temps. Au lieu de chercher les solutions, on est des victimes comme d'habitude. Moi c'est pas la victimisation à outrance. C'est-à-dire que le fait qu'en plus on nous donne pas la parole, la preuve, c'est des seules radios qui peuvent donner la parole à tout le monde. Et il y a beaucoup de musulmans qui en profitent, mais le fait de ne pas pouvoir se défendre, de pouvoir répondre, avoir des gens complètement ignorants à qui on donne la parole, les Chalgoumi, les Sifawi, les machins comme ça, à un moment ou à un autre, il y a des gens, comme disait le collègue là qui parlait, à un moment ou à un autre, il y a des gens plus faibles d'autres que d'esprit qui pètent un câble et ils vont dans le mauvais chemin. C'est pas du tout de la victimisation. D'accord, merci Mohamed. Non, parce que c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à m'agacer, moi, d'entendre tout le temps les gens se placer dans le constat de la victimisation, et c'est pour moi un refuge qui n'est pas le bon, parce que ça ne sert pas. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On est des victimes. Non, voilà. Non, tu vois, on se sert de l'islam. C'est pas sympa de ta part. Moi, j'ai pas parlé d'être victime. Non, mais inconsciemment, c'est ce qu'on fait. Non, moi, je suis conscient. Cette fameuse radicalisation, excusez-moi, de temps en temps, elle arrange un peu aussi les choses. On n'a pas dit le contraire. Parce que quand il y avait des bataillons de radicalisés qui allaient combattre Bachar al-Assad il y a quelques années et que Laurent Fabius nous expliquait qu'ils faisaient du bon boulot. Absolument, tu as raison. Quand ils ont renversé Kadhafi, c'était aussi des radicalisés. Quand un peu plus tôt dans l'histoire, dans les années 80, ils ont combattu l'URSS en Afghanistan, on était bien content qu'il y ait plein de radicalisés. Oui, mais tu as raison. Là, mais quand c'est à domicile, là ça dérange. Ce que je veux dire, c'est que cette question-là, en réalité, est purement instrumentalisée depuis très longtemps à des fins de politique intérieure et de géopolitique internationale. Ne bouge pas dans un instant, Aïssa, tu vas nous parler un peu de ton livre, parce que t'es là pour ça aussi, mais pas seulement. Et Philippe Bouriachi qui va nous livrer son avis. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Est-ce que l'État a failli justement dans le domaine carcéral? C'est la question que l'on vous pose au lendemain de ce qui s'est passé à la prison de Condé-sur-Sarthe. Et vous y répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Et on voit finalement, messieurs, que le sujet est difficile à traiter. Parce que nous-mêmes déjà on a quelques divergences, et parce que c'est normal en même temps, la divergence c'est ce qui nourrit aussi la discussion et peut-être de trouver la solution, mais il faudrait vraiment, je pense Nadir, je sais pas si je me trompe, vraiment qu'on s'y penche de très près, parce que si l'État effectivement, comme le disait Aïssa, comme le disent certains, et ils ont raison, se sert de cette radicalisation pour instrumentaliser, pour encore plus taper sur les musulmans. Quand on dit l'État, ça peut être aussi les médias, évidemment, qui font leur chou gras et qui font couler beaucoup d'encre et font des belles audiences quand on parle islam, terroriste, Allahu Akbar, tout va bien. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas un problème? Voilà, c'est là la question claire que je vous pose. Est-ce que c'est pas un problème que la communauté musulmane, parlons de cette communauté musulmane, doit prendre en urgence à bras le corps pour que demain, on ne puisse plus nous taper dessus, au moins sur ce sujet-là? Christophe, le souci c'est que les musulmans sont comme les Français. Ils sont pas monoblocs, ils pensent pas tous de la même façon. Il y a autant de musulmans que d'avis. Et c'est ce qui rend la solution difficile à trouver. Parce que chacun a son avis et sa vision des choses. C'est comme les Français de façon générale, et même dans la société aujourd'hui. C'est pour ça que sur certains sujets, on a du mal à avancer, parce que chacun a son opinion. Mais aujourd'hui, la responsabilité des politiques, c'est de trancher, d'être juste par rapport à nos valeurs et par rapport aux lois qui existent en France. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je veux pas être dans le fait de généraliser, c'est de la faute à l'État et de faire croire que c'est tout l'État. Moi, je pense que politiquement, il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette situation ne s'améliore pas ou ne trouve pas d'issue. Ça, on est d'accord. Voilà. Ça, on est complètement comme d'accord. t'as aussi des Français aussi qui sont dans cette posture-là, en ne faisant rien. Parce que c'est tellement facile de rien faire et de critiquer en permanence. Mais moi, ce que je te dis par rapport à mes frustrations en tant que responsable associatif et militant dans les quartiers depuis des années, c'est l'histoire du millefeuille. On a laissé une situation pourrir, notamment par rapport à celle des quartiers.
Ouais, c'est bon, mais celui-ci, il est indigeste, et puis on voit ce qu'il donne aujourd'hui. C'est de la violence et de la division. On a laissé pourrir une situation dans les quartiers populaires depuis 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, il y a une partie de cette situation qui nous revient à la figure par rapport à cette radicalisation de certains individus. Je ne parle pas de radicalisation de l'islam, bien évidemment, parce que l'auditeur, tout à l'heure, je crois qu'il a dû se tromper. Mais quand on parle de radicalisation, c'est des esprits, des individus, pas de leur religion, parce que voilà, on a bien compris que c'est leur lecture qui est mauvaise. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit arrivé à une situation apaisée qui puisse permettre à des politiciens sérieux et voulant résoudre ce problème de se mettre autour de la table avec toutes les personnes concernées, de trouver des solutions rapides. Et Christophe, je voudrais rajouter, si tu me permets, c'est que cette histoire de radicalisation, parce que là tu disais, voilà, il faudrait que nous aussi un petit peu on fasse le ménage dans notre communauté, et voilà, et comme ça on arrêtera de prêter le flanc en fait à toutes ces critiques. Sauf que le problème, le souci, c'est quoi? C'est que cette accusation de radicalisation, elle est sans fin. C'est un processus sans fin. C'est-à-dire que le curseur sera déplacé continuellement. Aujourd'hui, telle prise d'opposition ou tel comportement est désigné et qualifié de radical. Admettons que demain, voilà, on l'éradique dans notre communauté. Eh bien, ils s'attaqueront à un autre comportement ou un autre. Le système. Par exemple, l'histoire du hijab Décathlon là, où tout le monde s'est offusqué, a hurlé parce que à l'islamisme, à la radicalité, pour un simple hijab de course. Ce que je veux dire, c'est que en fait, on sera toujours trop radicaux pour eux, jusqu'à ce qu'on cesse complètement d'être musulmans. Voilà, finalement, c'est le seul moment où ils se diront, ah là c'est bien Rachid, c'est bien Samira, tu n'es plus radical, vous n'êtes plus radicaux. Vous mangez du porc, vous buvez de l'alcool, vous êtes exactement comme nous, c'est super. Tant qu'on ne sera pas arrivé à ce stade, on sera toujours trop radicaux pour eux. Je suis pas d'accord, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à ce stade, qui se sont entre guillemets assimilés comme certains le souhaitaient, et on leur a fait remarquer tôt ou tard, et notamment en politique, qu'il resterait des Arabes ou des Noirs. Ça, je confirme. Tu peux faire ce que tu veux. Il y en a qui ont fait carrière, hein. Non. Oh, ils ont fait une carrière, mais très éphémère, et concrètement, je pense qu'ils ont rien apporté à la société. On est d'accord. Messieurs, il faut qu'on avance. Juste, on va rappeler quand même que notre ami Aïssa Ahmed est avec nous aujourd'hui. Auteur du livre Que faire? Manifeste du musulman maghrébin éveillé de France. Cher Aïssa, est-ce que tu peux nous présenter brièvement de quoi on parle dans ton livre? Oui. Tu as m'expliqué tout à l'heure que toi, tu es favorable à renforcer le communautarisme. Absolument, absolument. Moi, je fais le constat en fait de 40 ans d'échec de l'intégration, du vivre ensemble. On est tous français. Il faut qu'on se fonde dans le moule républicain national. Discours que je fais remarquer encore une fois qu'on adresse pratiquement qu'à nous, hein, finalement, parce que pendant ce temps-là, d'autres se communautarisent très facilement, très bien, et on leur dit rien. Mais il y a que nous, bizarrement, à qui on interdit de le faire. Et moi, je constate que finalement, ce qu'on veut, moi je pense, hein, c'est de nous faire tout simplement disparaître progressivement, c'est-à-dire nous diluer et nous faire perdre notre identité. Moi, je pense qu'il est possible et même souhaitable pour nous de conserver notre identité maghrébine, religieuse et culturelle, de s'attacher à ça et de se structurer, s'organiser pour défendre nos intérêts et pour conserver notre héritage, notre patrimoine, nos valeurs, nos principes, etc. De les transmettre à nos enfants, de se renforcer entre nous au niveau, dans tous les domaines, au niveau économique notamment. Et je pense que ça, ce n'est pas une démarche de haine ou de rejet de l'autre. C'est simplement, moi j'aime bien dire que au lieu de continuer à se battre pour un hypothétique vivre ensemble bidon gauchiste qui est mort, pourquoi on ne développerait pas un vivre côte à côte en bonne intelligence, dans le respect de chacun. Chacun avec ses... Après tout, je suis désolé, les gens ont des visions de la vie et du monde différentes, et ils ont des repères différents, des références différentes. Il est normal, je trouve, surtout si on prétend vivre dans un pays démocratique. Pourquoi il faudrait qu'on soit tous normalisés, formatés de la même manière? On peut très bien concevoir, voilà, et ça marche très bien dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays. Il y a un système communautaire. C'est vrai qu'il y a une autre approche. Oui. Voilà, et bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de radicalisés. Moi, j'ai pas entendu qu'au Canada ou aux États-Unis, il y avait des. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense que il serait temps que les Maghrébins réalisent qu'ils forment une communauté. Non oui, mais les musulmans. Parce que si je comprends bien, non, mais on se réfère quoi, à la religion ou à l'ethnicité? Les deux. Je vais donner un exemple. Comme les Turcs. Par exemple, les Turcs sont musulmans et aussi ethniquement et culturellement turcs. Et ils ont tout un réseau d'associations turques, musulmanes, en France, éducatives, culturelles, sportives, économiques, etc. Et on les a pas empêchés. Et ça se passe très bien. Parce qu'ils ont su faire. Peut-être que là, encore une fois. Oui, mais nous, il y a un discours aussi idéologique qui nous a castrés sur cette question. C'est-à-dire qu'on nous a privés, malheureusement, de ce chemin. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on se dirige plutôt
dans cette voie si on veut survivre dignement à l'avenir. C'est quel éditeur le livre? Non, il est auto-édité. Auto-édité, Donc très bien. voilà, on peut le trouver sur Amazon. Vous tapez Amazon, Issa Hamad. il coûte combien? Issa Hamad, H-A-M-A-D. Il coûte 12 €. 12 €, ça Et va. voilà, j'y expose un petit peu ma vision donc des choses et puis des pistes d'action, de réflexion concrète à ce niveau-là. Brahim est avec nous. Bonjour Brahim. Bonjour. Vous nous appelez d'où Brahim, pardon? De Paris. De Paris. On vous écoute Brahim, vous entendez depuis tout à l'heure, donc les discussions somme toute intéressantes quand même. Super intéressant quand même, oui, il y a de quoi dire. Quelle est votre vision, vous dans quel propos vous vous retrouvez? Oui, alors le premier, pour connaître un peu la question de la radicalisation, pour tout ce qui concerne la prison et pour tout ce qui concerne les motivations, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec plusieurs, et je crois qu'on ne souligne pas suffisamment assez le manque d'implication, non seulement, vous l'avez dit, de notre communauté, à savoir la pleurniche, mais aussi, finalement, si on ne pleurniche pas, quel discours il faudrait apporter. Et on se rend compte que sur les 90% de djihadistes qui sont aujourd'hui mentionnés dans les médias, la plupart, tous n'appartiennent pas à la communauté, la plupart ont rejeté justement cette communauté. Et le problème aussi qu'on a, c'est qu'on n'a pas affaire à un djihad de conviction. On a affaire à un djihad qui s'appuie plus sur le désœuvrement ou sur le rejet de la France, plus par adhésion au projet djihadiste. Et je prends ça comme chiffre, le nombre de revenants. Il n'y a jamais eu autant de revenants que parmi les Français et les Belges. Sur place, les djihadistes les moins intégrés et les plus mal vus par les populations, ce sont les Français. Donc tout ça doit aussi... Oui, c'est vrai, considérés comme les plus violents, hein, apparemment. Pardon? Considérés comme les plus violents selon ce qu'on nous rapporte. C'est pour ça qu'ils sont rejetés. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont rejetés. Ils ne s'inscrivent pas dans un combat justement qui est de transmettre à la religion. Ils se comportent comme les rois du monde, alors que le djihadiste français est perçu comme paresseux, inutile parce que comme le service militaire a été abrogé en France, ils sont pas à l'aise avec l'outil militaire. Et puis en plus, comme ils parlent pas la langue et que généralement il est pas très qualifié, c'est pas des techniciens, c'est pas des ingénieurs, alors c'est encore pire. Donc je pense que il y a tout un travail à faire sur ce côté-là. Et puis aussi, la communauté musulmane doit prendre ses responsabilités et dire que c'est pas notre problème. Ceux qui ont produit ces djihadistes-là, c'est 30 ans de SOS racisme, c'est 30 ans de discours complètement aliénants, c'est 40 ans de discours, c'est à cause de l'État, c'est pas ma faute. Mon enfant, si aujourd'hui il est déscolarisé, c'est la faute de la société. Il faut vraiment que il y ait une prise de conscience. Et j'en reviens, donc j'en profite pour rebondir au propos du frère Issa Hamad sur le communautarisme. Les communautés ont toujours existé. Et le premier des communautarismes en France, c'est le communautarisme social. Moi, je travaille rue Saint-Dominique. N'allez pas croire que si vous venez de Sevran, vous allez pouvoir être intégré, que vous soyez blanc ou noir. Et même quand j'étais à la fac, je me souviens que j'étais très bien accueilli par des Cédric, des Fabrice de province, alors qu'avec des fils de ministres algériens ou de notables algériens ou bretons, j'avais rien à leur dire. Donc le communautarisme, finalement, c'est pas quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, on nous y contraint plus que le contraire. C'est-à-dire, après avoir essayé de nous être intégrés, etc., il suffit que 2-3 cassos, comme les frères Klein, comme les frères Kouachi, déclenchent un attentat et tuent 2-3 malheureux français, pour que ce soit toute la communauté musulmane qui soit obligée de faire acte de repentance et de s'expliquer sur le voile, sur les mosquées, etc. Alors qu'on sait très bien qu'aucune mosquée aujourd'hui officielle française n'appelle à commettre des attentats. On est d'accord. C'est même le contraire. Merci Ibrahim. Merci ma foi, intervention très intéressante. Moi, Christophe, je peux rajouter juste une chose. Oui, vas-y, je t'en prie Nadir. Pour les gens qui découvrent, mais la France, comme beaucoup de pays, c'est pas nouveau. Les communautés existent depuis très longtemps et depuis toujours. Oui. Simplement, aujourd'hui, on a un problème, il faut le dire, avec la communauté musulmane de façon générale, par rapport à l'histoire de la France aussi, et par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, par rapport à des choses qui n'ont pas été faites, c'est-à-dire les responsabilités aussi de l'État. Qui sont celles de ne pas avoir donné la même chance à ces enfants-là pour des raisons qui sont propres à l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder en arrière pour comprendre ce qui s'est passé et surtout pour trouver des solutions aujourd'hui et pour le futur. Mais il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui de regarder ce qui s'est passé et de travailler avec tout le monde. Il est là le vrai problème. C'est ce qu'a très bien dit d'ailleurs Brahim. Merci beaucoup Brahim en tout cas pour votre appel. À très bientôt et merci de votre intervention. Bon, on va passer maintenant à l'avis tranché de notre ami Bouriachi, Philippe Bouriachi. C'est parti, jingle, on y va, ma chère Sarah, notre stagiaire, on déclenche la vidéo. Allez, jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1.
c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors comme j'ai une mémoire de poisson, cher Philippe, droit, devoir et pouvoir des consommateurs, c'est le titre de ton avis tranché, Philippe. Oui, pourquoi j'ai dit quoi? Bon alors du consommateur, pardon, voilà. Donc c'est le titre un petit peu haché de Philippe Boriachi. Article 1er. Les consommateurs et consommatrices naissent et demeurent libres et égaux en droit de ne pas subir le choix des firmes oligarchiques et écolocides. Le Gaulois réfractaire a décidé de se plaindre. Depuis 3 mois, chaque samedi, il descend dans les rues de Lutèce et des grandes villes de province pour crier sa colère et son désarroi. Voyez-vous, ce bon vieux Gaulois n'en peut plus. Il souffre de ne plus pouvoir donner pitance convenablement à sa progéniture. La même qu'il habille avec des grandes marques de firmes peu scrupuleuses des droits humains et de l'environnement. Ces mêmes firmes qui suppriment la main-d'œuvre de chez nous pour faire fabriquer nos produits de consommation par des plus pauvres que nous à l'autre bout de la planète, au détriment de toute justice sociale, humaine et environnementale. Les firmes, pour faire encore plus de profit sur nos menhirs, ont dans un premier temps délocalisé l'outil de production, en fabriquant à très bas coût, mais en oubliant au passage de nous faire profiter de cette économie. Et comme elles voulaient encore plus de profit, de bénéfices, de thunes, de blé, de dollars, de pépettes, de flouze, elles se sont mises d'accord entre elles pour créer le must du must, l'obsolescence programmée. D'ailleurs, Fifi, c'est quoi l'obsolescence programmée? C'est tout simple. C'est le fait d'incorporer dès le départ d'un produit des failles qui le rendront très vite inutilisable, en nous obligeant ainsi à le remplacer afin d'augmenter leurs bénéfices. Dis donc Fifi, tu ne serais pas un petit peu adepte de la théorie du complot, toi? Ok, je vais vous donner 3 exemples. Prenons nos smartphones. Ils fonctionnent très bien, mais c'est la batterie incorporée à l'intérieur du téléphone qui est défectueuse, les rendant ainsi inutilisables après un temps prédéfini à l'avance. Un autre exemple, les cartouches d'encre de nos imprimantes. Saviez-vous qu'elles sont équipées d'une puce qui limite le nombre d'impressions? Et du coup, alors qu'il reste encore 20% d'encre, on ne peut plus rien imprimer. Et je finirai en apothéose avec les vêtements à prix alléchant, autodégradables à partir de 10 lavages. Je pourrais vous en citer des centaines et vous allez me dire que notre pouvoir d'achat est en baisse et nous obligeant de fait à consommer les produits de ces firmes qui se sont entendues sur le même modèle d'arnaque et de braquage en bande organisée. Alors je vous répondrai, pouvoir d'achat ou pouvoir de consommer? Vous allez me dire, mais l'État n'est-il pas là pour nous protéger, nous consommateurs, nous consommatrices? Je vous répondrai qu'il est complice en 3 lettres, TVA. Alors, cher peuple de Gaulle, nous avons le choix, car nous avons le droit de consommer différemment, nous avons le devoir de consommer mieux et le pouvoir de consommer autrement. Magnifique, bravo mon Philippe, magnifique. Hein, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Excellent. Il a fait du théâtre, on sent. J'ai jamais fait de théâtre. Non, je te jure, je n'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Forme de théâtre alors. Même pas. La vie est un théâtre ambulant. C'est parce qu'il croit profondément à ce qu'il dit, ça se sent. Et voilà, tu as tout compris, Aïssa. Aïssa Hamad qui est avec nous sur France Maghreb 2. Allez, on va filer en Algérie dans un instant, à Alger plus précisément avec Amina Lakri qui depuis le début des événements, des manifestations, échange avec vous, répond à vos questions, nous donnera les dernières nouvelles du front, j'ai envie de dire, de l'Algérie, de ce qui s'y passe et de son actualité, mais pour l'heure et avant toute chose, je vous propose de faire un petit tour du côté du zapping. Là, il y a du bon aussi. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le zapping, c'est le meilleur ou le pire de la télé ou de la radio qu'il ne fallait pas louper. Et pour commencer ce zapping, messieurs, invité de C'est à vous hier sur France 5, le patron de Mediapart, Edoui Plenel, accuse Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, de faire l'apologie des LBD auprès des enfants dans l'émission à laquelle il a participé, l'émission Au Tableau. Donc, le ministre de l'Intérieur qui va dans une émission de télévision transformée en salle de classe pour faire la pédagogie du LBD. Quand même, parlez de Au Tableau, l'émission Au Tableau. Quand vous pensez que quand même nous avons en dotation des armes dans le maintien de l'ordre qu'aucune police européenne même n'a, que nous avons ces LBD qui permettent des borgnées, nous avons ces grenades explosives. Je rappelle toujours, le même question avec le climat. De quoi il est mort, le jeune à Sivins, Rémi Fraisse? Pareil, d'une grenade explosive. Donc, si nous ne voyons pas ces problèmes-là, si nous ne voyons pas qu'un pouvoir commence à dire « vous avez abusé du droit de manifestation, donc je vais le remettre en cause », c'est la loi qui est en débat actuellement. C'est nos libertés. Demain,
nous journalistes, on voudra se battre pour une atteinte à la liberté de la presse, eh ben on sera confronté à ce maintien de l'ordre-là. Voilà, du Plenel qui accuse le ministre de l'Intérieur de faire l'apologie des LBD 40 dans l'émission Au Tableau sur C8. Il y en a un d'entre vous qui souhaite réagir. C'est quand même scandaleux ce que dit Edoui Plenel quand même. Pourquoi? Attends, cet agent du KGB, de la CIA, du FSB, du Mossad, du MI5. Non, je déconne. Vraiment, franchement, je déconne. Attends, mais comment est-ce possible? Heureusement que tu dis que tu déconnes, hein. Bah ouais, évidemment. Oui. Non, mais comment un ministre de la Justice qui va expliquer à des enfants. Non, ministre de l'Intérieur. Ouais, de l'Intérieur. Ouais, non, mais je crois qu'il est même plus que ça. Il est de l'intérieur de la justice. Non, il est potentiellement le prochain président de la République. Oui, bien sûr. Il est pressenti. Non, mais tu te rends compte jusqu'où on va dans cette show télé-réalité spectacle d'aller se dandiner comme ça devant des enfants pour leur... Mais c'est pour votre bien qu'on a des armes qui mutilent, qui blessent. Vos parents. Bah, évidemment. C'est le message qui est envoyé, les images qui sont envoyées aux enfants de demain. Voilà. Non, mais on n'est pas dans un jeu vidéo, on est dans la réalité. Déconnes, sur du Plenel, évidemment. Bah, évidemment. Non, mais faut faire attention, parce que tu sais, on est soumis à la moindre écoute et à la moindre transformation. Fais gaffe, là, t'es à la radio, mon vieux, hein. Ouais, c'est vrai, on n'est pas au bistrot, là, hein. Bah, ouais, mais des fois, à la télé, on a vraiment l'impression qu'ils sont au bistrot, ils se lâchent et qu'eux, ils ont aucun problème avec le CSA. Ouais. Non, je voulais dire qu'Edoui Plenel, est un journaliste remarquable. D'ailleurs, à chaque fois qu'il débat à la télé, il leur met une bonne couche de démocratie, de liberté d'expression. De fond, vraiment. Certains. C'est clair. C'est peut-être pour ça qu'il a eu la fameuse perquisition incroyable aussi, inédite. Ça n'existe pas dans aucun pays démocratique. En une époque inédite à tous les niveaux. J'avais envie de vous chatouiller tous les trois. Il fait en ce moment la tournée des médias. En ce moment, l'écrivain Mohamed Sifawi pour évoquer évidemment la situation en Algérie. À l'image d'hier soir sur Canal+ dans l'info du vrai, présenté par Yves Calvi. Mohamed Sifawi. De la part d'un clan, celui de Bouteflika, qui était déjà là en 1962, qui a inspiré assassinat politique ou qui a inspiré détournement d'argent, donc des pratiques qui sont restées dans le régime. Bon, les assassinats politiques, ils font attention parce qu'il y a le regard des organisations internationales et le monde aujourd'hui est beaucoup plus, je dirais, transparent, si j'ose dire. Donc par contre, les détournements d'argent, la mauvaise gouvernance, l'irrespect à l'égard des éléments élémentaires des droits de l'homme, le refus ou la non-acceptation de la liberté d'expression, la manière comment ils continuent de traiter les journalistes. Des journalistes aujourd'hui sont arrêtés juste pour une journée, juste pour qu'on les empêche de faire leur travail. Les correspondants étrangers ne peuvent pas travailler dans des conditions normales. C'est pas un pays normal. Ce n'est pas, encore une fois, un pays normal. Les Algériens le savent. Il faudrait maintenant que la communauté internationale se rende compte que l'Algérie n'est pas un pays normal, qu'il n'est pas dirigé par des gens normaux. Et par conséquent, il faudrait prendre des mesures parce que ce qui va se passer en Algérie, encore une fois, va avoir des répercussions sur d'autres pays. Voilà, Mohamed Sifawi qui est là dans le dramatisme le plus total. L'Algérie n'est pas un pays normal, Nadir ? Comment répondre à ça? Je sais pas, à toi de voir. Parce que c'est un pays exceptionnel, donc c'est vrai que c'est pas normal. Mais sur certains aspects, il est tout à fait normal. Il y a des choses qui ne vont pas, comme beaucoup de pays, preuve en est même en France. Et donc après, il n'est pas normal dans quel sens? Par rapport à la corruption, je rappellerai que la corruption touche tous les pays. Là où il y a des hommes, il y a de la corruption. Là où il y a des hommes, il y a de la violence. Là où il y a des hommes, il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie, il y a tout ce qu'il faut. Donc je ne pense pas que l'Algérie soit exceptionnelle ou particulière par rapport à ça. Après, lui, il est dans son rôle. Aujourd'hui, si vous avez suivi un peu le personnage depuis quelques années, il était spécialiste, il est venu ici. La France l'a accueilli, notamment les politiques et les médias l'ont accueilli parce que il va dans un sens et il est sur certains sujets que pour taper à la base. Quand il était venu, c'est pour taper sur l'Algérie. Après, il s'est spécialisé dans la radicalisation en France. Il parlait de banlieue, alors qu'il connaissait pas du tout les banlieues. Et maintenant, on l'invite pour ça parce qu'il y a une actualité par rapport à l'Algérie. Donc c'est quelqu'un qui va aller dans un sens assez violent, qui va pas être nuancé. Et donc il fait le travail qu'on lui demande de faire. Donc à partir de là, c'est très difficile de juger une personne qui intellectuellement est limitée et manque d'honnêteté, je pense. Aïssa ? Oui, je pense effectivement la boucle est bouclée un petit peu pour lui, parce qu'effectivement il était arrivé en France, je crois, il y a une vingtaine d'années, c'est ça, pour nous expliquer que pour défendre un peu la cause des éradicateurs à l'époque, pour nous dire mais comment ça, vous osez vous poser la question qui tue qui, vous savez, quand il y avait eu des massacres, etc. Il y en a qui commençaient un peu à se poser des questions parce que les massacres des fois se déroulaient à 2 kilomètres d'une caserne.
interne, enfin bref. Et donc lui il est venu sur tous les plateaux nous dire mais c'est scandaleux, et évidemment ce sont les méchants barbus qui tuent tout le monde. Bon, donc il est rentré un peu dans ce créneau-là à ce moment-là. Ensuite, quand ça s'est calmé, il s'est reconverti dans le combat sacré républicain anti-islamisme, parce qu'évidemment comme il parle l'arabe, bon alors il a fait des pseudos enquêtes en caméra cachée, en piégeant des imams, enfin bref. Ça n'a pas trop marché, mais bon. Voilà, donc il a survécu comme ça, et là, comme l'Algérie revient un peu sur le devant de la scène avec ce qui se passe, bon évidemment il retrouve son rôle, mais moi ce qui m'interpelle, c'est quand il dit il faut prendre des mesures parce que l'Algérie n'est pas un pays normal qui est dirigé par des gens normaux. En gros, il nous explique que la situation est explosive. Oui, c'est ça. Il y a des fous. Il faut une intervention internationale. Voilà, il faudrait une intervention internationale, un mandat de l'ONU. BHL, pourquoi pas? Voilà. BHL à Alger bientôt. BHL à Alger, voilà, avec les casques bleus. Je sais pas, avec un bombardement d'abord avec sa chemise blanche ouverte. Une sorte de. C'est très étonnant. Chemise en or qui brille. Voilà. Bon. Allez, coup de cœur. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Et suite de notre zapping et les infos zappées dans un instant, et direction Alger avec Amina Lakri. Pour l'heure, Philippe, ton coup de cœur, c'est une pièce de théâtre. Affirmatif. Achou Productions vous propose 9 mois de bonheur le 14 mars à 21h30 au Palais des Glaces, au 37 rue Faubourg du Temple, dans le 10e, métro République ou Goncourt. Alors, 9 mois de bonheur, c'est avec Oumar Diaw, alors je prononce mal, je m'excuse, et Malia Belliard. C'est mis en scène par Noum Diawara et c'est écrit par Oumar justement et Fonzi Mehaotoug. Alors, vous voyez, ce sont des noms carrément qui sont une insulte à la République, comme dirait notre ami Zemmour. Gaulois. Dans cette comédie, Oumar et Sabrina vivent le parfait amour jusqu'au jour où un événement vient chambouler leur vie. C'est parti pour 9 mois de bonheur. Enfin presque. Entre doutes, les hormones, la peur, les parents, le désir, le mariage, la trahison, les nausées, les amis, les sauts d'humeur, le tout réuni dans un cocktail explosif d'humour. Je vous rappelle les dates. Le 8 mars au théâtre Cormier à Cormeilles en Parisis. Le 17 mars au Palais des Glaces dans le 10e. Le 18 mars au festival Macalia Zénith de Lille. Le 17 avril à l'Espace Brinsens à Mantes-la-Jolie, le 8 juin, le Nouveau Cap à Aulnay-sous-Bois. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 01 42 02 27 17 et je vous invite à aller sur Bélier-Réduc pour pouvoir avoir vos places, pas cher et franchement, si vous voulez vous marrer pendant pratiquement 2 heures sur une scène et une pièce jeune, rythmée, sympathique. On retrouve bien évidemment pas mal de clichés, mais pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance d'avoir des enfants, ça va vous rappeler pas mal de souvenirs. T'as oublié une date. Lundi prochain, ils seront nos invités dans l'entretien du LGF. C'est vrai. Sur France Maghreb 2, 9 mois de bonheur. Merci Philippe pour le coup de cœur, suite du zapping. Dans un instant, info zappée et direction Alger avec Amina Lakri. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Oula, voilà, le micro ouvert, c'est quand même beaucoup mieux. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Philippe Bourriachi et avec Nadir Kaya et notre invité aujourd'hui, auteur du livre donc Que faire, manifeste du musulman maghrébin éveillé de France, Aïssa Ahmad qui est avec nous, et un livre que vous pouvez acheter chez notamment Amazon. Bien entendu, c'est une autoproduction. Voilà, c'est ça comme ça qu'on dit. Donc qui prend part au débat et on vous invite à acheter son livre si toutefois vous voulez eh bien vous voir argumenter le fait de se renforcer dans le communautarisme. Hein. C'est un peu le message évoqué dans le livre. Hein. Voilà. Tu peux faire une pointe d'humour ou pas? Vas-y, je t'en prie. Si on achète ton livre, il y a une ceinture d'explosifs, faut faire avec? Non, mais ça t'apprendra à la fabriquer. Excellent. À fabriquer quoi? La ceinture d'explosifs. Oui. Mais attendez, mais on déconne pas comme ça, vous êtes malade. Ah ouais, merde, putain, c'est vrai, on est à radio. On est à radio. Solidarise 2, hein, tout de suite. On est à radio. Sur France Maghreb 2, vous vous rendez compte ce que vous dites là? Ah ouais, retirez tout de suite, s'il vous plaît. Je retire. Taisez-vous! Merci beaucoup. Non, il y a des choses, il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Ah non, il faut. Voilà. Il faut être. Non, mais même dans les. Bah oui. Non. Voilà. Bon, alors suite de notre zapping. Donc l'envoyé spécial de France 2 retrouve Dorothée. Alors qui est Dorothée? Bah c'est l'épouse de Jean-Michel Klein qui a été tué il y a peu avec son frère dans une opération de la coalition en Syrie. Et elle rassure la France, elle ne compte pas rentrer. Victime des attentats de Paris. 3 de ses aînés sont morts depuis le début de l'assaut. Elle a attendu le dernier moment pour quitter la zone avec ses 5 autres enfants, dont le dernier né il y a 2 semaines. L'ultime bataille lancée par la coalition internationale asphyxie les irréductibles. À l'heure actuelle, qu'on voit là-bas, c'est un film d'horreur. Comme les films de zombies, là, l'horreur. Tout est brûlé, calciné.
On tire dessus comme ça. On a l'impression qu'on est des proies, des lapins. On nous tire dessus comme ça, partout. Et les bombardements aussi? Et les bombardements, ça n'arrête pas. Et maintenant, comment vous envisagez la suite? Vous savez Pour moi, j'envisage rien du tout. Mais que la France soit rassurée, je ne compte pas rentrer en France. L'épouse de Jean-Michel Klein sera certainement entendue dans les prochains jours par les services de renseignement français. Elle est un témoin précieux. Elle dispose sûrement d'informations importantes sur l'organisation des attentats du 13 novembre 2015. Voilà, rassurez messieurs, elle ne rentrera pas en France, Dorothée. Voilà. Ouf. D'accord. Ouais, c'est malheureux, surtout pour les enfants. Hein, oui, c'est vrai. Alors, puisque tu parles de ça, il y a Aïssa, il y a quand même un politique. Ils sont censés quand même avoir une certaine maturité. Il y a quand même un politique, la semaine dernière, mercredi dernier, chez Bourdin, Nicolas Dupont-Aignan, qui dit les enfants, on s'en fout. Ouais. Et lui dit, Bourdin insiste, mais les enfants, non, pas d'enfants. Non, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on atteint un degré d'hystérie et de violence dans le discours. De toute façon, ils ont dit clairement déjà pour les hommes, ils ont dit non, il faut les tuer sur place. Même si c'est des citoyens français, bon, peu importe. Donc il faut les abattre. Les femmes et les enfants, on nous explique quasiment que bien fait pour eux, qu'ils crèvent. Enfin, c'est pour ça que je dis que tous les événements de radicalisation, etc., en fait, alimentent, ils s'en servent pour ensuite pouvoir librement déverser leur haine à un degré incroyable, parce que dans les années précédentes, jamais on se serait permis d'aller aussi loin dans le discours quand même. Non, mais j'ai une question. On peut aussi comprendre le citoyen lambda qui se dit que si ces hommes-là qui sont partis quand même faire la guerre, qui sont partis tuer, ils sont pas partis vendre des fraises Tagada. S'ils rentrent ici avec leur idéologie, premièrement, ils peuvent contaminer d'autres, radicaliser d'autres dans l'idée de détruire notre bien commun et la République en elle-même, et ça pose un réel danger. Là où moi j'ai une critique à faire aux gens de Debout la France, ou Debout surtout court derrière Marine Le Pen. Dites-vous bien une chose, ce que l'être humain votera toujours pour l'original et jamais pour la photocopie. Sauf que je tiens à vous rappeler qu'il y a quand même des élections qui arrivent européennes. Et certains sont très mal dans les sondages. Et donc, ils essayent de dire, nous, on est bien plus dur qu'elle, et donner, sur une conversation de bistrot, comme tu le disais tout à l'heure, donner ce que le commun des mortels peut ressentir lorsqu'il est choqué par un fait divers, et surtout un fait de guerre. Je crois que entre nous, on se l'est tous dit, si quelqu'un venait toucher à un membre de ma famille, j'aurais qu'une envie, c'est d'en terminer avec lui. Et là, on oublie les droits de l'homme, on oublie la rédemption, on oublie la réinsertion, on oublie tout. Et donc, on alimente et on joue sur cette paire qui existe, qui est proche de nous, qui est latente, elle est en train de sommeiller, et ces gens-là jouent aux pompiers pyromanes, sauf qu'ils n'ont aucune solution, hormis la division, et demandez-leur de se présenter, mais surtout de reverser intégralement leurs indemnités aux familles des victimes. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde au balcon. Alors, pour finir ce zapping, est-ce que vous connaissiez les intentions pour les municipales de Rachida Dati? Eh ben, elle les a confiées ce matin chez nos confrères de RTL. Une Rachida Dati un petit peu enrhumée. J'ai envie d'être candidate au sujet de Paris. Je n'ai rien à perdre, c'est ce que vous avez dit récemment. La mairie de Paris, c'est un beau combat. Ah, bien sûr, c'est un beau combat. Qui vous dirait le contraire? Donc, vous en avez très envie? Moi aussi, j'en ai très envie. J'ai envie d'être candidate. J'ai envie d'être candidate à la mairie de Paris. Je pense que aujourd'hui, les Parisiens ne sont pas satisfaits de leur vie. Je pense qu'il y a une alternative qui est possible. Je pense que la droite et le centre peuvent gagner Paris. Il n'y a pas de raison que je ne m'engage pas dans ce combat. Rachida Dati, maire de Paris, ça vous parle, messieurs? Ah, ça fait rêver. Ça fait rêver parce que elle aime tellement Paris qu'elle était quand même, je crois, quasiment pendant 10 ans députée européenne, en cumulant tout ça. Enfin, je sais pas, faut être un petit peu cohérent, Rachida. C'est pas parce que les Républicains n'ont pas souhaité que tu sois en position éligible sur les élections européennes que tu as envie d'en rempiler pour la mairie de Paris. Après, les Parisiens sont libres de choisir qui ils veulent en tête de gondole, mais je crois qu'il y a de grosses discussions à l'intérieur, et elle risque d'avoir pas mal de surprises parce que les Républicains et les centristes vont plutôt, je pense, s'allier avec la République en marche pour avoir une chance de prendre Paris. Nadir, Rachida Dati, maire de Paris, ça te parle? Non, je pense que c'est une dame qui aime beaucoup. Comment ça, non? C'est un peu connu parce que c'est une dame qui aime apparemment l'argent. Elle est maire du 7e arrondissement, ça n'a pas changé. Ouais. Paris a un budget équivalent à certains pays africains, donc c'est une ville qui est très très riche. C'est l'équivalent d'être ministre de Paris. Un ministre de Paris, c'est aussi en termes d'étiquette, c'est sympa pour voyager, pour faire plein de choses. Et donc, comme je sais que c'est une femme qui fait du bling bling, Paris c'est le must.
pas simplement au niveau de la couture, donc à tous les niveaux. Donc je pense qu'elle est dans ce rôle-là. Après, c'est sûr qu'au sein de son groupe politique, c'est pas certain qu'il lui laisse le chemin comme ça. Une ville comme Paris, c'est une ville qui est prisée par beaucoup de politiques, et quelle que soit l'étiquette. Donc après, comme je t'ai dit, femme bling bling, donc Paris, ça lui va très bien. Bon, Aïssa. Oui, donc, ouais. Moi je la vois plutôt maire de la place Vendôme, hein, plutôt. Puis voilà, quoi, ça lui correspond mieux. Bon, voilà. Si c'est possible, elle le fait. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'elle se dit, elle joue sur la carte diversité. On sait que Paris, c'est un peu gauchiste, un peu bobo. Ils aiment bien. Voilà, elle se dit bon, elle peut incarner un certain renouveau, etc. Mais bon, honnêtement, je crois pas beaucoup en ses chances, parce que on sait qu'effectivement, comme disait Nadir, que Paris est quelque chose de très convoité, et on lui cédera pas la place comme ça facilement. Sachant qu'elle vient en plus d'une famille politique qui aujourd'hui un peu dans des confitures. Oui, c'est clair, absolument. Faut le dire. Info zappé, messieurs. Tiens, des petites infos qu'on ne traitera pas évidemment dans les grands médias et qu'on a décidé de pas zapper. Mamadou, est-ce que vous connaissiez? Il paraît que c'est le nom d'une pâtisserie qui était encore proposée il y a encore pas si longtemps par une pâtisserie située près de Lyon en France. Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a blessé beaucoup de personnes. C'est ce qu'explique le président du CRAN, le conseil représentatif des Noirs. Mamadou, une pâtisserie, les gars, ça vous fait réagir? Vous achèteriez? Non? Oui. Oui? Non, mais je veux dire, ça aussi, on en fait beaucoup trop. Je trouve que, voilà, le moindre petit truc aujourd'hui, ça devient, ça prend des proportions excessives. Tu réagirais pareil si la pâtisserie s'appelait Fatima? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des détails pour moi qui sont qui sont pas très graves, voilà. Je pense qu'il faut arrêter aussi avec cette dictature du politiquement correct. C'est parce que ça finit par étouffer tout le monde. Tout le monde aujourd'hui doit marcher sur des œufs. Tout le monde doit faire super attention à ce qu'il dit, à la moindre virgule, à la blague. Bon, Bigard voilà. Sa tournée a été finie et moi je suis viré aujourd'hui des chroniqueurs à cause d'une blague. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est finalement ça c'est contre-productif, parce que finalement ça exaspère tout le monde. Et ça accumule un ressenti et une haine que les gens intériorisent et refoulent, et qui finira par exploser un jour. Parce qu'à force de dire à tout le monde, il faut penser bien, il faut parler bien, il faut être gentil, il faut aimer tout le monde, il faut attention à la haine, attention. C'est bon, quoi. On peut respirer de temps en temps. C'est pas la fin du monde. Je veux dire, une pâtisserie s'appelle comme ça. Bon, à la limite, ok, on peut contester sur le principe, mais c'est pas la peine d'en faire toute une pâtisserie, quoi. Bien joué, bien joli. Nadir, pâtisserie Mamadou, t'es d'accord avec Aïssa? On fait trop, on n'a plus d'humour? Non, mais là c'est pas de l'humour, c'est une pâtisserie qui s'appelle comme ça. Donc après c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit, ou ce qu'on écrit, ou ce qu'on appelle en termes d'appellation une pâtisserie comme Mamadou, c'est un prénom. Après, non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, même s'il y a des choses que je partage avec lui. Je pense que ça n'empêche qu'aujourd'hui, il faut être quand même vigilant sur ce qu'on fait. Le climat, il est très difficile en France. Les gens sont très réactifs à la moindre provocation, à la moindre histoire. Donc, je pense qu'ils sont dans leur rôle, comme le disait Philippe à juste titre. Je pense que beaucoup de musulmans s'offusqueraient de voir une pâtisserie portant un nom à consonance maghrébine ou rappelant un peu l'islam. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut être vigilant. Il y a suffisamment de mots dans le dictionnaire, dans le patrimoine français, pour trouver un mot juste qui concerne cette pâtisserie. Alors, autre petite info zappée, le concert de Aziza Brahim, initialement programmé à l'Institut du monde arabe à Lima, dimanche 10 mars, a été annulé pour une raison indépendante de la volonté de l'artiste, a fait savoir l'institution culturelle parisienne, a assuré d'ailleurs que les billets seront tous remboursés. En fait, selon RFI, ce serait sous la pression de diplomates marocains que Lima a déprogrammé le concert de l'artiste, présenté comme une activiste du Front Polisario qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental. Voilà. Donc les Marocains ont fait pression auprès de Lima, qui ont cédé. Voilà les gars, ça vous n'a rien à dire là-dessus? Non, toujours pareil, rien de neuf sous le soleil. Le jeu politique, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, il y a des pays étrangers qui ont la capacité d'influer sur notre vivre ensemble, sur une politique française. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut déplorer à chaque fois, tout simplement. Et puis tiens, vous le saviez peut-être pas, c'est normal parce que personne n'en parle. Israël qui a libéré la députée Khalida Jarrar après 20 mois de prison sans procès, évidemment comme on en a l'habitude là-bas. Une information qui est passée donc inaperçue, la députée palestinienne Khalida Jarrar, 54 ans, a été libérée ce jeudi 28 février après avoir été incarcérée arbitrairement pendant 20 mois dans une prison israélienne sans le moindre procès. Évidemment, comme on le fait régulièrement dans cette plus grande démocratie du Moyen-Orient. Voilà, ça c'est une information évidemment qu'on ne donnera pas ailleurs. Et puis tiens,
Et autre information également zappée, hop, elle est là. Quand les Nations Unies s'intéressent aux Gilets jaunes. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU demande à la France une enquête approfondie sur les violences policières perpétrées pendant les différentes manifestations des Gilets jaunes depuis plusieurs semaines maintenant dans le pays. Donc attention, à défaut que la France a été déjà condamnée à plusieurs reprises, là maintenant on leur demande de se calmer et rapidement. Mais je pense pas que ça vient d'eux. Hein. Je pense qu'ils ont été avertis par des gilets jaunes et par des Français qui l'ont rappelé qu'il fallait être vigilant sur ce qui se passe en France. Ouais. Ça fait partie aussi de la politique européenne aujourd'hui. C'est vrai que ça dérange beaucoup de politiciens français d'être rappelés à l'ordre par la communauté européenne ou par la Commission européenne. Mais c'est de bonne guerre quand on veut être pro-européen. Donc il faut savoir accepter les critiques et surtout les remarques de la Commission européenne par rapport à ces violences-là, parce que c'est quand même des violences qui assènent des violences physiques gravissimes pour certains. Donc à partir de là, dans un pays qui se dit démocratique avec des règles et des droits, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus et rappeler que la France n'est pas exemptée de reproches, notamment par rapport à ce genre de violence. Philippe? Ouais. Écoute, je vais pas faire d'humour parce non. Que ouais, je voudrais bien que le CDD continue un petit peu. On n'est pas sur les chansons d'abord. Non, déjà, non. D'accord. Ça va être quoi les sanctions? Est-ce que tu crois vraiment que ça va arrêter le triumvirat à la tête du pouvoir et l'exécutif, Castaner, Griveaux, Macron, de continuer de jeter de l'huile sur le feu, de continuer de chauffer la garde prétorienne qui leur permette de rester au pouvoir? Parce que je suis persuadé qu'une population qui est, d'ailleurs on a expérience, qui est pas contente, qui va dans la rue et qui est très exacerbée, à un moment donné a fini par rentrer dans certains lieux, prendre le contrôle de l'Assemblée. Attention, je ne suis pas insurrectionniste, je ne dis pas que ce qu'il faut faire, mais en tout cas s'il n'y avait pas eu les gendarmes et les policiers, je crois que ça serait mal passé pour eux, parce que les gens ils étaient vraiment pas contents. Mais ceci dit, et je le répète encore une fois, il va se passer pendant les 3 prochaines années plein d'échéances démocratiques. Il est temps, mesdames et messieurs, que vous fassiez valoir votre droit, votre devoir et votre pouvoir. Celui de mettre un bulletin dans l'urne. Et si le menu ne vous plaît pas, présentez-vous, vous êtes autant capable qu'eux, voire même bien plus. Il est facile de critiquer, d'accord ? Il est difficile de faire. Je peux vous assurer que pour être dans le bouillon, c'est tout sauf facile. Mais à vaincre sans péril, gloire sans mérite. En triomphe sans gloire. Non, mais je m'en fous, moi. Laisse-le faire son slogan à sa manière. Ouais, mais il est complètement dingue. T'as vu, le mec, déjà, il essaie de me radicaliser vers lui. Non, mais à un moment donné, ces violences-là, elles sont inadmissibles, elles sont inacceptables. Il faut s'organiser différemment. Bon. Il y a des gens qui ont voulu monter des choses, tout de suite, ils sont fait allumer par l'intérieur d'eux-mêmes. Stop. Est-ce que vous avez vos papiers algériens, les gars? Oui. Oui, Nadir, je peux ajouter un petit truc. Vas-y, rapidement parce qu'on est en retard. D'accord, rapidement. Non, je voulais juste dire que ce qui est assez risible. Bon, déjà, la France, elle est régulièrement condamnée par les instances internationales, notamment européennes, des droits de l'homme, sur tout un tas d'éléments. Elle fait partie du top mondial, par exemple, des pays qui censurent le plus sur Internet, etc. Enfin, je veux dire, pour un pays qui est censé être la patrie des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté. Bon. Et deuxièmement, ce qui, moi, je trouve incroyable. Bon, déjà, ce haut commissaire là, je pense que c'est dommage. J'espère pour elle qu'elle a vu l'émission avec Castaner et les enfants, peut-être comme ça elle va changer un peu son avis, il lui expliquera les bienfaits des LBD. Et puis c'est peut-être en voyant l'émission peut-être voilà. Non, et puis la dernière chose, c'est que on voit tout le monde s'extasier sur par exemple les marches citoyennes et au Venezuela ou aujourd'hui actuellement en Algérie, ça fera peut-être le lien justement avec ce qui va suivre, en disant c'est formidable, le peuple se réveille, il marche pour sa liberté, il revendique la chute du régime, etc. En France, quand ça se produit, là par contre, non, c'est des affreux fachos, il faut leur tirer dessus, quoi. Allez, dans un instant, au final, Alger, les gars, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Nadir Kaya, avec Philippe Bouriachi et avec Aïssa Ahmad qui est avec nous. C'est comme ça on dit Ahmad. Ouais. Voilà. C'est breton, non? C'est quoi? C'est celte. Ouais, c'est normand, c'est. Nos ancêtres sont les Gaulois, hein, vous savez bien. Voilà. Pas les miens. Et je rappelle donc que Aïssa Ahmad est auteur du livre Que faire
Manifeste du musulman maghrébin éveillé de France. Voilà un titre qui donne envie. N'hésitez pas à acheter le livre et une couverture sur Amazon. qui va faire polémique. Hein. Ah ouais, pourquoi? Vas-y, raconte. Ah bah la couverture, c'est le drapeau français bleu blanc rouge avec un croissant et une étoile verte dessus. Ça y est, tu vas énerver Nadine Morano. Ah merde. Ah ça, c'est pas bon ça. Non, c'est le monde de demain, voilà. Ah, ça n'engage que toi, c'est pas. Moi, je n'irais avoir été présent à cette émission. Le fameux remplacement, le grand remplacement. Voilà. Ça. Non, ça, il faut s'assumer. Appelle-moi Eric. Appelle-moi Eric Ciotti. On file en Algérie, mais notre correspondante a un petit souci. Elle est en réunion, une réunion qui s'est éternisée visiblement, mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler, de l'Algérie, où les manifestations qui ne faiblissent pas au 12e jour de la contestation, messieurs, les anti-5e mandats du président Bouteflika se sont donné rendez-vous hier dans plusieurs villes du pays, Oran, Constantine, Annaba, mais aussi Alger, la capitale. Des milliers de jeunes, d'étudiants également ont convergé dans le centre, manifestant calmement sous les yeux de la police. Il n'y a eu aucun incident, messieurs, dans ces défilés qui en étonnent plus d'un dans une capitale où on ne pouvait plus manifester, quand même, rappelons, depuis 2001. Eh bien, les protestataires réclament encore et toujours le départ du président malade Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, toujours hospitalisé à Genève, en Suisse. Et sachez que, justement, la Tribune de Genève publie un article ce matin en disant que l'état du président algérien s'est aggravé, qu'il nécessite des soins constants. Alors qu'il brigue ce fameux 5e mandat. C'est quoi, les gars? C'est un sketch? C'est une blague? Est-ce qu'on est encore dans le sérieux, là? Je sais que vous n'êtes pas pressé de vous exprimer, mais il faut bien au contraire, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus aussi, Christophe, donc je me permets de prendre la parole en premier, sachant que je suis le plus âgé, je pense, même si physiquement ça se voit pas. Juste pour dire que c'est compliqué parce que, tu le sais très bien, moi je suis un pro Bouteflika depuis toujours, notamment par rapport à ce qu'il a fait pour l'Algérie. Appelez-le 01 40 33 9000, hein. Nadir Kaya, pro Bouteflika. Ouais, paradoxalement, je suis contre le fait qu'il se représente parce que on le sait très bien, il est plus en capacité d'être président. Tout le monde le sait, tous les Algériens le savent, et je pense que la plupart des Algériens savent que c'est pas lui qu'ils visent quand ils disent pas de 5e mandat. C'est le système en lui-même. C'est le système que Bouteflika essaye d'éradiquer depuis des années. Et ceux qui connaissent, comme je le répéterai toujours, qui connaissent vraiment l'Algérie, ils savent très bien que les choses ne vont pas s'arranger comme ça du jour au lendemain, même s'il y a beaucoup d'Algériens dans la rue, et c'est très bien. Mais il faut être capable de dénoncer le système et de continuer, parce que juste le dénoncer c'est une chose, mais il partira pas comme ça le système, parce que le système il est là depuis bien avant 62, il a commencé en 62 à encaisser, et donc ça fait des années qu'il encaisse et qui génère des milliards et des profits sur le dos du peuple, et aujourd'hui ce système là il faut le dénoncer, mais il faut le changer, et pour le changer il faut avoir le courage de le changer, et donc c'est-à-dire qu'il faut être capable de remonter ses manches et de se battre pour ce changement là, parce que ça va pas se faire comme ça. Tu soutiens ce mouvement de révolte? Oui, parce qu'il est contre un système qui est pourri et qui est arrivé à sa fin depuis très longtemps. Je pense même le jour de l'indépendance. Le FLN est un parti vieillissant. L'Algérie, contrairement à ce que j'entends, est un pays où il y a plus de 50 partis. Après, il y a un pluralisme qui est là, mais il y a une réalité, c'est que l'Algérie n'est pas une démocratie à la française. C'est une démocratie à l'algérienne, c'est-à-dire qui est malade, qui ne fonctionne pas comme il faut, notamment par rapport à ses valeurs. Donc il a raison, Sifaoui, alors? Sur quoi exactement? Sur le fait qu'il dit que c'est pas un pays normal. Moi, j'ai pas dit que c'était pas un pays normal. J'ai dit qu'il y avait un système. Non, mais ça veut rien dire un pays qui n'est pas normal. Par rapport à quoi? C'est ça? Par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il veut faire croire. C'est quoi la règle? Ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il veut. C'est quoi la normalité? Voilà. C'est la France. La normalité, c'est quoi? Il n'y a pas de normalité, surtout avec les Algériens. Ça, on le sait très bien. Donc voilà, c'est le système qu'il faut dénoncer, et puis il faut être capable de proposer autre chose. 01 40 33 9000, vous allez pouvoir vous exprimer, messieurs. Vous inquiétez pas. De nouvelles manifestations sont prévues, aujourd'hui, sachez-le, un peu partout dans le pays. Les dernières déclarations du tout-puissant chef d'état-major Salah n'ont pas entamé la détermination des manifestants. Sans nommer personne, le patron de l'armée algérienne, pilier du régime, dénonce le fait que certains partis tentent de ramener l'Algérie dans les douloureuses années de braise, en référence bien sûr aux années de guerre civile. Est-ce qu'il a raison, Salah, ou est-ce qu'il est dans la menace et la provocation gratuite comme l'a fait Ouyaria par rapport à la Syrie la semaine dernière? Je pense que moi je trouve qu'il a raison fondamentalement, c'est-à-dire qu'effectivement il y a toujours un peu cette menace qui plane, quoi, que les choses dégénèrent, ça s'est déjà vu dans d'autres pays, et que ça finisse par surtout qu'il puisse y avoir des manipulations, des ingérences étrangères qui profitent de l'occasion pour. On nous a fait le coup en 2014 pour avaler le 4e mandat. Je suis d'accord. Non, mais c'est-à-dire que la menace est réelle. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est qu'elle est utilisée évidemment par les tenants du système pour dire en gros,
attention, c'est nous ou le chaos. Ça c'est vrai, mais je veux dire, il faut pas non plus nier le danger potentiel de la déstabilisation. Et donc pour cela, on peut se réjouir, je pense, de voir que ces manifestations sont pour l'instant très calmes et pacifiques. C'est déjà une bonne chose. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que... Qu'est-ce qui te gêne avec ça? Voilà, ce qui me gêne, c'est que je vois pas très bien, en fait, quelle est l'alternative. Qu'est-ce que toutes ces foules de millions de gens, qu'est-ce qu'ils réclament réellement? À part de dire, bon, le ras-le-bol, on veut que tout le monde dégage. Ça, tu sais pas. Mais ils demandent de départ de Bouteflika. Oui, mais d'accord, admettons... Ils ne veulent pas du 5e mandat, très bien, mais admettons Bouteflika, ok, il part. Bon, qu'est-ce qu'il y aura à la place? Des élections démocratiques, c'est pas possible. Il y aura des élections démocratiques. Mais c'est plus complexe que ça. Voilà, et après, est-ce que la situation réelle va changer? Est-ce que, c'est comme un peu en France, c'est-à-dire que bon, par exemple, les gilets jaunes sortent dans la rue depuis 3 mois, disent on en a marre de, pareil, hein, pour moi je fais le parallèle. On en a marre, on a marre du système, voilà, il y en a marre du système, de la classe dominante, du matraquage fiscal, bon, ils se plaignent, ok, mais est-ce qu'ils ont... du pouvoir de l'armée. Est-ce qu'ils ont conceptualisé une alternative quelconque? Est-ce qu'il y a quelque chose de crédible en face? Pas encore, je te rappelle quand même que l'Algérie, je ne vais pas te l'apprendre, c'est un pays jeune. Oui, voilà. Mais bon, par exemple, dans les années 90, enfin 88, à partir de octobre 88, quand il y avait eu cette grande révolte à cette époque-là, contre le FLN, le parti unique, etc. Ensuite, ça a continué avec le FIS et toute cette période-là. Bon, il y avait des projets de société clairs qui s'affrontaient. Aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment. Je vois c'est pas la faute de Bouteflika qui a bâillonné l'opposition. Il y a un vide. Non, je crois pas. Il y a un manque de production intellectuelle et politique en fait. C'est pas parce qu'on ne voit pas les projets qu'il n'y a pas de projet. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables aujourd'hui d'être une alternative à 3/4 de la population en moins de 30 ans. Mais c'est très compliqué, comme je te dis. Voilà, ça date depuis les années 62. Ce système est en place. Voilà. Après, les Algériens qu'aujourd'hui prennent la parole et disent qu'il faut changer, c'est très bien. Et on le souhaite tous. Mais à partir de là, c'est toujours pareil. La difficulté, c'est de trouver des hommes avec un grand H qui soient capables de... Non, mais qui soient capables d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de porter un projet et là de fédérer, parce qu'aujourd'hui il faut aussi fédérer parce que on sait très bien que l'Algérie c'est sensible par rapport à ce qui s'est passé et on peut pas passer comme ça du jour au lendemain l'histoire de l'Algérie, notamment les 10 dernières années où il y a eu beaucoup de violence dans les années 90. Donc il faut une alternative, évidemment. Il faut des gens, mais il faut surtout, si on veut que ça change, il faut que l'armée prenne conscience qu'elle doit être au service des Algériens et ne plus se servir, notamment par rapport à certains responsables militaires. Et donc moi j'en appelle à l'armée, notamment à tous ces jeunes et tous ces gens qui sont vaillants, qui servent l'Algérie fièrement, mais qui rejoignent le peuple et qui changent cette situation en Algérie. D'accord ou pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre, évidemment vous pouvez vous exprimer parce que le peuple a la parole dans cette émission. Notre ami Bouriachiv souhaite pas trop s'exprimer parce qu'il vient d'avoir ses papiers, donc il souhaite les conserver. Il les a plus. Je viens de recevoir un SMS. Il les a plus. Non, je l'ai dit et je le redirai, et c'est pas de la langue de bois. Effectivement, moi je considère que le président Bouteflika a fait beaucoup pour le pays et le peuple algérien. Je considère qu'il a le droit au repos, et au vu des derniers résultats, je suis pas médecin, mais je pense qu'il a le droit de se reposer tranquillement. Mais in fine, je continuerai toujours à le dire. Vous savez, souvent on nous reproche, nous les écologistes, et d'autant plus à Europe Écologie Les Verts, c'est pas pour vendre ma soupe, mais on est les écologistes. Que nous sommes des pacifistes et nous souhaitons un règlement pacifique. C'est pour ça qu'il y a des fichiers S chez vous. Oui, non mais quand le système et le pouvoir s'aperçoit qu'on dérange et qu'on éveille les consciences, forcément ça va très vite de te mettre fichier S. Voilà, jusqu'à présent il n'y a eu aucun incident. Ça peut aller très vite, il suffirait qu'il y ait d'un côté ou de l'autre juste une bousculade et les choses peuvent s'envenimer. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de pays ou certaines puissances qui ont tout intérêt que ça soit le zbel, le bordel, pour traduire pour nos amis francophones, et qui aimeraient, certains en sous-main, qui aimeraient beaucoup déstabiliser l'Algérie et avoir des rapports privilégiés que la France a actuellement avec le peuple. Faut qu'on écoute les peuples, parce qu'il y a des choses à dire, et il y a Morad par exemple qui est avec nous. Bonsoir Morad. Morad, ça vous l'avez fait fuir, vous l'avez énervé. Alors peut-être Fatima par ici. Fatima, bonsoir. Bonsoir Christophe. Ah, vous m'avez fait peur Fatima. Alors. Bonsoir. Bonsoir à votre invité. Je suis tout à fait d'accord avec votre invité en ce qui concerne Monsieur Bouteflika. Lequel? Parce qu'il y en a trois. Hein. De se rétablir. Et je crois qu'il faut changer une partie du peuple. Et le gouvernement avec. Quant à Monsieur Bouteflika, pendant 20 ans, ce qu'il a fait en Algérie, je ne pense pas qu'il y a d'autres pays qui ont fait ce qu'il a fait. Voilà. Et en plus, il y a Christophe, vous m'entendez? Oui, on vous entend et Nadir Kaya est d'accord avec vous d'ailleurs. Et en plus, il n'y a rien de valable en face.
Ouais. Qui vous voulez mettre? Le guignol métal? Les autres guignols qu'il y a? Ça, vous donnez raison à Aïssa. Vous voulez mettre Sissi à la place, le militaire, là? Qu'est-ce que vous voulez mettre? Il n'y a rien. Merci Fatima. Bon, bah écoute, elle a donné raison à Nadir et Aïssa. Monji, salut mon Monji de Marseille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il fait la pluie, alors c'est pas bon là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Monji? Pourquoi c'est pas possible? Il a fait pleut et on doit pas pleuvoir sinon. J'ai rien compris Monji, t'as voulu faire de l'humour là, c'est ça? Ben, j'essaye de temps en temps. Voilà, ah ouais, non, mais là t'as des quand même du boulot, hein, mon ami Monji. Bon, t'écoutes. Bon, voilà. Franchement, bonsoir tout le monde, je sais pas si j'ai dit ou pas. Franchement, il faut arrêter avec Bouteflika, il a fait beaucoup pour l'Algérie, il a rien fait, il a fait pour le camp, c'est tout. Il a rien fait pour l'Algérie. Vous savez, lorsqu'on vous avez une parti en Algérie, et vous voulez faire comme tout à l'heure, c'est qu'on est en la première. L'Algérie, c'est pas une 4L, c'est une Ferrari. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il est obligé. Alors, Monji, tous autour de cette table font des grimaces quand ils t'entendent parler. Pourquoi il a tort, Monji? Qui veut répondre à Monji là? Non, mais on n'a pas tout compris ce qu'il a pu dire, à part dire que Bouteflika n'a rien fait. Oui, mais il le dit, il l'assume. D'accord. Bon, il assume. Mais alors, c'est-à-dire qu'il faut pas être caricatural. Évidemment, il aurait pu faire plus, certes, mais il a quand même la situation de l'Algérie, effectivement, comme disait Nadir. Ceux qui sont partis là-bas il y a 20 ans et si vous repartez aujourd'hui, il y a quand même eu des changements considérables dans tout un tas d'infrastructures, dans tout un tas de domaines. Après, c'est vrai que avec toute la manne pétrolière qui est rentrée dans les caisses pendant des années, on peut se dire qu'effectivement il aurait pu faire encore beaucoup plus que ça et que voilà, bon, mais encore une fois, de toute façon la réalité du pouvoir algérien est très obscure, donc on sait pas trop vraiment tirer les ficelles de tout ça. Moi, ouais, vas-y. Ouais. Alors, je parle, par exemple, moi je travaille sur l'économie d'énergie. Je suis technicien en régulation dans l'économie d'énergie. Je viens d'une région, parce qu'on parle pas, en fait, moi je viens d'une région, ça s'appelle Galma. Il y a un hammam Masroutin, que tout le monde connaît, avec les grandes cascades là. Un jour, j'ai eu à discuter avec le directeur des services des eaux à la préfecture, dans la wilaya de Galma. Discuter avec lui, je dis, mais pourquoi vous ne exploitez pas, par exemple, pour faire du chauffage avec la géothermie? Le mec, il a rigolé. Il m'a dit, non, mais attendez, vous croyez où, là? Nous, on a du pétrole, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, le dire? Ouais, mais ça, c'est des histoires comme il en existe plein en Algérie, ça veut pas dire non, mais attends, c'est très simple. Lorsque tu as un pays qui est producteur de pétrole et de gaz vraiment pas cher localement, c'est pas dans son ADN de penser à géothermie, panneaux solaires, photovoltaïques. Ils l'ont fait beaucoup de panneaux solaires, ils ont développé même ça. Dans le sud, ils ont les plus grands du monde. Absolument. Ils ont développé, mais c'est pas dans leur ADN. Donc on ne peut pas reprocher immédiatement à ces personnes qui sont au contrôle de ne pas avoir cette culture. Bon, merci Monji en tout cas, parce qu'il faut qu'on fasse une petite place à Samir. Quand on parle de l'Algérie, évidemment, ça explose. Samir, bonsoir. Samir. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas boycotté par... Il y a les agents algériens, ça tire de partout. Ça y est, je crois que les services sont très actifs. Ah oui, non mais là j'ai l'impression, là, il se passe des choses bizarres quand même. 01 40 33 9000, allô, bonsoir, qui est là? Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel, cher monsieur. Je suis Toufir de Marseille. Toufir de Marseille, on vous écoute, Toufir. Ouais, là, donc je suis je peux parler en arabe ou non? C'est possible? Non, en français, s'il vous plaît. En français. Donc, moi, le pouvoir algérien, il a rien fait, même Bouteflika. Tout le gouvernement, c'est de la mafia. Ils ont rien fait pour les Algériens. Moi, je suis un Algérien, et je suis citoyen algérien. Je reste en France, ça fait 10 ans que je suis là. Avant, donc moi, j'ai 45 ans. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Même, il y a 10 cousins à moi, ils ont même pas la carte d'identité. Même pas. Rien. Ni travail, ni femme, ni enfants. C'est la misère totale. Enfin, le fait qu'ils aient pas de femmes, c'est pas la faute de Bouteflika non plus, hein. Non, mais c'est ça, c'est le gouvernement. C'est ça le problème. C'est pas pour Bouteflika, mais il y a quelqu'un d'autre. Les Algériens, ils sont dans la misère. Sauf, il y a quelques-uns, il y a 2000 ou 3000 gens qui profitent de l'argent des Algériens, et ça s'arrête là. Et basta. C'est tout. Merci, Toufik. Bon. Bah vous l'avez compris, le peuple n'est pas d'accord avec vous les gars, hein. Je suis désolé de vous le dire. Mais évidemment qu'il y a des gens qui sont c'est un peu particulier. Ouais, il y avait un clan. Non, il y avait un clan. Il y avait un clan. Attention, il y avait un clan ne pas avec Marseille. Bien que ce soir Paris joue en Ligue des Champions, je le rappelle.
Et Nanterre Marseillais, vous les aussi. supportez. Nanterre joue contre bravo. Beşiktaş au basket. Oui, non, mais on parle de foot, de vrai Champions sport. Tu vois. League. Mais pareil, Champions League. Bon, en tout cas, voilà, on sera amené à en reparler et merci à tous d'être venus parce que déjà Merci à l'heure, toi. ça passe vite, hein, vous avez vu. Ouais. Alors, ça t'a plu, Aïssa? Ouais, très bien, très bonne expérience. T'as vu ici, ça débat. Je te remercie. On n'est pas sur BFM là. Ah ouais, non, c'est très agréable. On a pu échanger, voilà, chacun selon ses idées. J'apprécie. Bon, en tout cas, je rappelle donc le livre Que faire, manifeste du musulman maghrébin éveillé de France par Aïssa Hamad, donc un livre que vous pouvez acheter chez Amazon entre autres, mais pas seulement, peut-être ailleurs aussi. Oui, voilà, chez tous les bons libraires. Absolument. Bon, parfait. Merci mon Philippe. Mais c'est moi qui vous remercie en espérant venir bientôt. Revois ta carte de l'humour, hein, sinon. Merci mon Nadir. Merci à toi Christophe. Merci Et à tous. bonne soirée. Demain, autre ambiance, autre tablé. Puisque demain, Gamal Abina et Yasser Louati qui va taper fort certainement encore demain. Bonne soirée à tous, restez bien avec nous sur France Maghreb 2. Il est exactement et précisément à Paris et comme partout ailleurs, y compris à Marseille, 18h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.